Disclaimer d'avant vidéo, vous allez forcément trouver des personnages du manga Majo Taisen. Je connais ce dernier et je le trouve très mauvais. Cependant, quand vous demandez à quelqu'un de choisir 13 grandes figures féminines à travers l'histoire, il est très probable que de nombreuses personnes aient la même liste, d'autant plus que celle du manga en comptabilise 32. Merci de votre compréhension. Si vous avez regardé la première partie, vous connaissez désormais l'identité des 13 déesses qui s'opposeraient à l'humanité. Beaucoup l'ont attendu, beaucoup l'ont demandé, il faut la deuxième partie de cette dernière. Deuxième partie qui va vous présenter les 13 humaines qui, quant à elles, se battront pour le salut de leur espèce. Nul besoin de s'attarder plus longtemps, présentons ces dernières. Connaissez-vous l'histoire de Benkei, le légendaire moine guerrier colossal ayant inspiré nombre de pièces de Kabuki? Personnage tellement illustre qu'il en inspire l'histoire de l'homme debout dans Baki, mais aussi potentiellement le personnage de Barbe Blanche de One Piece. Eh bien il existe une femme, tout aussi légendaire que cet homme, Tomoe Gozen. Elle rejoint les principaux généraux de son époux et est respectée pour son talent, à l'équitation, la lance, l'arc, mais aussi au sabre. La légende et la mort de la jeune femme restent très énigmatiques. Certains racontent que cette dernière accompagna son époux dans la mort sur le champ de bataille, d'autres disent qu'elle écouta les ordres de ce dernier et fuit jusqu'à la mer. Une combattante talentueuse et déterminée, de quoi parfaitement commencer cette liste. Seule combattante de cette liste encore en vie à l'heure où j'écris ces lignes, trop nombreuses sont les personnes qui ont oublié son exploit. Trop nombreuses sont les personnes à ne pas connaître son nom. Lorsque l'on parle de conquête spatiale, on pense à la chaîne Laika, à Yuri Gagarin, Buzz Aldrin, mais surtout à Neil Armstrong. Trop sont oubliés. Ceux ayant assemblé les pièces des fusées, mais surtout ceux ayant effectué tous les calculs. Dans les bureaux du MIT, à 33 ans, une jeune femme écrit des lignes entières de code à la main. C'est sans doute grâce à elle que vous utilisez certains logiciels, grâce à elle que l'homme est allé sur la Lune. Margaret Hamilton posait à côté de livres entiers de code informatique écrits par ses soins. En effet, sans elle, l'ordinateur de la mission Apollo aura subi une interruption d'alunissage, causant probablement la mort de tout l'équipage à bord, et donc un échec cuisant pour la mission. Comment se passer d'une telle figure pour le Ragnarok? Faisons un saut colossal dans le passé, entre 1700 et 1800 ans avant les travaux de Margaret Hamilton. Au Japon, une reine se fait connaître petit à petit. Himiko, ou Pimiko selon certains textes, était la reine de ces lieux. Connue comme personnalité dotée de pouvoirs surnaturels par certains de ses ennemis, cette dernière est une figure importante pour son peuple. Fédérant plusieurs communautés du proto-Japon, beaucoup d'histoires à son sujet sont des fabulations en tout genre. Ses agissements auraient fait s'arrêter un bon nombre de guerres. Servie par des milliers d'esclaves, elle assoit une dominance particulière sur ses relations avec la Corée et la Chine. Assurant un commerce plus que florissant et avantageux avec ces pays, le royaume de Wei en Chine semble entretenir une relation forte avec cette dernière. De nombreux échanges, cadeaux en tout genre et offrandes sont effectués, à une époque où les relations entre les États du Pacifique sont plutôt compliquées. Himiko aura su marquer et changer l'histoire du Japon, assurant un avenir radieux à ce dernier. Une reine bien impactante, entourée de mystères insolvables, même après plusieurs siècles. Beaucoup l'attendaient et il était évident que cette dernière serait dans la liste. Figure de la femme forte guerrière emblématique, connue à travers le monde, représentée dans un bon nombre d'œuvres différentes, Jeanne d'Arc, paysanne recevant de la part de plusieurs saints la mission de délivrer la France des Anglais. Blague à part, tous les moyens sont bons pour taper les Anglais. Nombreux sont ceux à connaître sa légende, rares sont ceux à connaître ses hauts faits. Alors simple paysanne, cette dernière rencontre le roi, gagne de nombreuses batailles face aux Anglais, mène ses troupes avec brio, lève un siège entier, inverse le cours de la guerre de 100 ans à elle seule. La liste n'est pas la chose la plus impressionnante à son propos, cette dernière aura accompli tout ça en 2 ans seulement, alors qu'elle n'avait qu'entre 16 et 18 ans. Il est important de noter que cette dernière lève le siège d'Orléans, non pas avec une armée, mais avec un convoi de ravitaillement. Enfilant armure et drapeau, la jeune fille expulse les prostituées de tous ses campements, forçant le respect des dignitaires et des soldats. Elle insuffle un espoir et un renouveau à la population désespérée, regain d'espoir qui poussera les Anglais à lever leur siège. Pour le contexte, nous sommes en 1260, en Mongolie, soit moins de 40 ans après la mort de Gengis Khan. C'est un des royaumes les plus grands de l'histoire, un royaume basé sur une égalité simple, les plus forts et les meilleurs au combat montent dans l'échelle sociale, peu importe le sexe. À l'époque même du premier grand Khan, cette règle existait et il n'était pas rare de voir des femmes devenir de grandes générales. Mais la plus célèbre, la plus forte d'entre elles, Gengis Khan ne l'aura jamais connue. Le père de notre héroïne règne sur le plus grand empire d'Asie centrale, royaume directement rival à celui de Kubilai, le grand Khan. La jeune fille se fait vite remarquer pour ses talents au combat. Marco Polo dira même d'elle qu'elle était comme un faucon qui saisissait une poule. Kutulun, de son nom, est surtout connu pour ses combats singuliers contre ses prétendants. Si on veut l'épouser, il faut la vaincre à la lutte, et lui donner un cheval en cas de défaite. 10 000. Kutulun aura obtenu 10 000 chevaux. Le plus impressionnant, elle n'aura jamais perdu. Cette dernière aura préféré se marier pour rompre des rumeurs qui circulaient autour d'elle. Le père de la guerrière voulait même que cette dernière lui succède.
Malheureusement, ses frères se sont emparés du trône avant elle. Nombreux sont ceux qui ont eu vent de ces agissements. Un roi se fait tuer par un autre, le vainqueur place les femmes de la famille royale dans une maison close. Le petit-fils du roi défunt décide d'intervenir. Les jeunes femmes prennent les armes et combattent à ses côtés. Toutes ou presque s'habillent comme des hommes. Toutes sauf une. Une amazone douée qui, malgré le fait qu'elle était une jeune fille, avait le courage d'un homme. Et combattit parmi les plus braves, avec ses cheveux libres flottant sur ses épaules. Tous furent émerveillés par ses actes incomparables, car ses cheveux volants dans son dos trahissaient le fait qu'elle était une femme. Lagertha, de son nom, était sans doute une des guerrières les plus fortes et impactantes du royaume viking. À la tête de 120 navires, elle vient sauver Ragnar et lance une contre-attaque assurant la victoire de ce dernier. Autant l'ajouter, cette dernière était plutôt rancunière. Une fois Ragnar sauvé, lors d'une dispute, elle le poignarde d'un fer de lance. Il était plus agréable de régner sans son mari. Que de partager le trône avec lui en tout cas. De toutes les combattantes, Lagertha est sans doute celle qui méritait le plus le titre de guerrière. Démontons un mythe et également remettons une couche à Majo Taisen qui a été cruellement à côté de la plaque vis-à-vis de cette combattante. Elle est connue comme la comtesse de sang, soi-disant. En réalité, tout est potentiellement faux. Elisabeth Bathory était une femme héritière d'un quasi-empire, richissime, refusant les avances d'un roi appauvri. Quoi de pire à l'époque? Alors même que cette dernière gère son domaine d'une main de maître durant l'absence de son époux, sans aide, elle défend même les villes et villages alentours de l'invasion turque qui se profilait. Cette dernière est plus lettrée qu'une grande majorité des nobles de l'époque. Il est rapporté qu'elle sait lire, écrire, mais pas seulement en roumain, également en allemand, en slovaque, en grec et en latin. Il est rapporté que cette dernière vient de nombreuses fois en aide aux nécessités en tout genre. Malheureusement, les rumeurs tombent. Et que dire de ces dernières? Pas de preuves, seulement 300 témoignages. Ça semble colossal, sauf lorsqu'on apprend que ces derniers ont été donnés sous diverses formes de torture. Tout ça pour la faire tomber. Aucune preuve tangible n'aura été donnée. Aucun historien ne semble avoir de réponse fixe. La finalité demeure inchangée. La comtesse de sang termine sa vie enfermée dans une pièce de son château. Il est possible que cette dernière intervienne au Ragnarok en cherchant vengeance. Son titre est trompeur. Il ne s'agit pas d'Ève, mais bel et bien d'une autre femme, une reine plus particulièrement, une des premières dont l'humanité a eu vent et souvenir. Puis l'histoire commença à la masculiniser. Cependant, Hatshepsut était bien une femme, la première pharaon de l'Égypte. Assurant la prospérité de son royaume, la pharaon fait construire un bon nombre d'édifices qui seront détruits. La jeune fille était déjà amenée à régner. Vive, sagace, intelligente, son père considérant son fils comme peu compétent fait en sorte que sa fille épouse Thoutmôsis III, lui offrant la possibilité de contrôler son époux au besoin. Là où la reine brille encore plus, c'était pour ses décisions avant-gardistes, qui auront permis une évolution et un essor certain de son pays. Mettant en place et réfléchissant à son expansion, elle lance de nombreuses expéditions visant à ramener du bois, ressources dont l'Égypte manquait énormément. Bois qui servira à construire des navires permettant par la suite d'aller encore plus loin à travers le monde. Hatshepsut aura peut-être été oublié pendant plusieurs siècles, cependant il ne faut pas douter de ses capacités et de ses décisions. De toutes les combattantes, il s'agit sans doute de la plus teigneuse, la plus avide de liberté. À 13 ans, elle poignarde une domestique. À 18 ans, elle déshabille son maître d'armes en public à l'épée, bouton après bouton. Son père s'oppose à son mariage, elle brûle ses plantations. Son mari commence à dénoncer les pirates, c'en est trop. Anne Bonny s'en va. Volant des navires, on lui propose le pardon royal. Elle refuse. Coordonnée de Rackham, elle le jette hors de ses quartiers pour y résider seule. Par la suite, la pirate se lie à Mary Read. L'équipage de Rackham, Read et Bonny affrontent de nombreux navires de guerre britanniques. Le coup de maître de Bonny, elle charme un de ses anciens amants, monte sur le navire, le drogue, puis mouille toutes les mèches de canon, les rendant inutilisables. Le navire coule, c'en est fini. Sa fin sera aussi légendaire que sa vie. Voyant les pirates de son équipage se rendre sans sourciller, elle devient folle de rage, en tue plusieurs et en blesse d'autres. Plus d'1 heure aura été nécessaire pour la faire s'arrêter. Elle échappe de peu à la peine de mort, feignant une soi-disant grossesse. Elle dira à Rackham avant de disparaître « Je regrette de vous voir dans un tel état, mais si vous vous étiez battu comme un homme, vous n'auriez pas à mourir comme un chien. » Par la suite, on ne saura jamais ce qu'il est advenu de Anne Bonny. Il s'agit sans doute de la personnalité la moins connue de cette liste. Très peu de choses sont sues et écrites à son sujet. Cependant, cette figure m'aura tellement impressionné que je me suis vu obligé de l'incorporer. Soditude naît en Guadeloupe vers 1772. Elle est l'une des plus grandes représentations de la lutte des esclaves noirs ayant levé les armes face au rétablissement de l'esclavage en 1802. La chose la plus connue à son sujet, Soditude aura été tuée le lendemain de son accouchement. Elle s'était battue, peu importe les conditions, pour sa liberté, même enceinte. On ne saura jamais ce qui est advenu de son enfant. Un des seuls textes connus à son sujet vient de l'historien Auguste Lacour. Solitude était dans le camp de Palerme, elle laissait éclater dans toutes sortes d'occasions sa haine et sa fureur. Elle avait des lapins. Un d'entre eux s'est échappé. Elle s'arme d'une broche, court, le perce,
et le présente aux autres prisonnières. Tiens, voilà comment je vais vous traiter quand il en sera temps. Elle n'abandonna pas. Les rebelles restèrent à ses côtés, jusqu'au bout. Une combattant et leader émérite pour le Ragnarok. Il est déjà important de préciser que cette combattante est morte au combat, son arme encore en main. Menant de nombreuses guerres contre les musulmans, Dia unifie la Berbérie. Une des figures les plus importantes de cette culture, ses adversaires lui auraient même affublé d'un nom signifiant prophétesse, craignant que cette dernière soit même capable de voir l'avenir. Lorsque Hassan cherche à connaître l'identité du roi le plus puissant de d'Ifriqiya, on lui répondra qu'il s'agit de Dia. Ayant vent qu'Hassan cherche à la rencontrer, la reine détruit la ville de Bagaï pour éviter que cette dernière soit utilisée comme base ennemie. Cachant son armée un peu partout à travers le paysage, à peine l'armée arabe lance l'assaut que les troupes de Dia lancent une embuscade et les massacrent. La reine décide de libérer tous les prisonniers, cependant l'ennemi reste trop puissant. 5 années plus tard, Hassan revient avec des renforts. Plusieurs milliers de guerriers. Sachant qu'elle allait perdre, Dia lance tout de même l'assaut. Beaucoup de légendes entourent sa mort et la raison de sa défaite. Moi, la plus intéressante serait sa mort en elle-même. Elle aura refusé jusqu'au bout de mourir par son ennemi et se serait donc empoisonnée. Les autres légendes vont de bon cœur. Une d'entre elles dit même qu'elle avait 127 ans le jour de sa mort. Une existence comme une mort, terriblement énigmatique. Si vous pouvez utiliser vos ordinateurs, vos fours, vos frigos et vos micro-ondes, c'est sans doute grâce à ces découvertes. Nul besoin de présenter Marie Curie et ses nombreuses découvertes sur l'énergie radioactive. 3 prix Gegner lui auront été attribués. Si le polonium porte ce nom, c'est en effet en référence à la nation de naissance de Marie Curie. Elle découvre le radium. Le plus impressionnant avec toutes ces découvertes et expériences, c'est leurs conditions. Un laboratoire qui, je cite, tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. En 1903, alors fraîchement taisée, elle reçoit le prix Nobel de physique, et pourtant, ce prix Nobel était tout sauf acquis. En réalité, le prix ne devait être attribué qu'à son mari et leur associé Henri Becquerel. Après de nombreuses interventions, le nom de Marie est ajouté. Première femme à obtenir la médaille de Davy, elle reçoit également celle de Matteucci. Avec le temps, elle devient même la première directrice de France d'un laboratoire universitaire, puis première femme professeure à la Sorbonne. Il ne serait que peu pertinent de rajouter d'autres de ses accomplissements. Je citerai simplement l'article Le Journal lors du premier cours de Marie Curie à la Sorbonne. C'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour, car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Tout ce qui lui manque au final, c'est une victoire au Ragnarok. Alors, reine de France, ses enfants deviendront rois de ce pays, et ses filles reines. Tout comme Elisabeth Bathory, beaucoup de choses au propos de Catherine de Médicis sont des légendes. Cette dernière, rattachée aux guerres entre catholiques et protestants, est montrée comme une personne attachée au pouvoir, avare, sèche et désagréable. En réalité, elle instaure la liberté de conscience pour les protestants, et elle tente même d'instaurer une liberté de culte. Contrairement à de nombreuses croyances, elle n'avait pas non plus d'influence sur le massacre de la Saint-Barthélemy. La reine entretient des relations étroites avec son Italie d'origine, augmentant le pouvoir de la France. Faisant apparaître de nombreux nobles italiens dans sa cour, l'apogée de la reine arrive lorsque cette dernière devient régente en l'absence de Henri II. Sa fille épouse le roi d'Espagne, sa belle-sœur le duc de Savoie. En bref, on ne saurait compter tous les alliés de la reine. Même lorsque ses enfants montent sur le trône, Catherine de Médicis continue de les conseiller et de les aider. Des conseils qui auront toujours été bénéfiques. Ce qui cause la grande majorité des rumeurs à son sujet, c'est son deuil. Décidant de se vêtir tout en noir et non en blanc comme la tradition le veut, elle se fait de plus en plus discrète, change son emblème et sa devise. De là viennent mes larmes et ma douleur. Catherine de Médicis aura le plus possible évité de causer des guerres, parfois avec succès, d'autres fois le conflit était malheureusement inévitable. Après les guerres civiles, son choix aura été de reconstruire la nation en priorité. Sans doute la meilleure négociatrice de toutes les femmes présentes. Il y aura encore trop de choses à dire sur Catherine de Médicis, et j'en ai à peine effleuré une partie. Je vous invite à lire les nombreuses biographies à son propos pour mieux comprendre sa vie, ses choix et qui elle est. C'est là-dessus que la vidéo se termine. Merci à tous pour votre attention, j'espère qu'elle vous aura autant plu que la première partie. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux. C'était Belleus, à bientôt.